il me semble qu'il faut avoir en tête des fonctions complètement différentes de la dimension agricole, qui ne sont pas les mêmes, et qui évidemment ne sont pas abordées de la même façon selon qu'on est dans un ensemble organisé le mieux possible, politique agricole européenne commune, ou si on est sur les marchés. Et c'est des fonctions qui ne sont pas les mêmes. Première fonction, elle est évidente, c'est donc l'alimentation, produire de la nourriture en quantité suffisante pour la population humaine, de façon sûre, à des prix raisonnables pour toute la chaîne. Bon, ça c'est la première fonction, c'est évident. Beaucoup de parties du monde n'en sont pas là. Je lisais récemment une étude qui montrait que l'Inde, alors qu'on est 20 ou 30 ans après la révolution verte, qui s'est faite entre parenthèses avec des quantités de pesticides quand même extravagantes, sans doute indispensables dans un premier temps, mais qui posent des problèmes sérieux. Les Indiens eux-mêmes en prennent conscience aujourd'hui et le disent, alors qu'ils contestaient cette présentation avant, ils le disent parce qu'ils se sentent en mesure aujourd'hui peut-être de faire les choses mieux, mais surtout ils ont un handicap de base qui est qu'il y a un réseau routier nul en Inde. Donc, pour réussir à atteindre une sorte d'autosuffisance, il y a un programme de ce type. La deuxième dimension, c'est une dimension sociale, humaine, rurale, territoire. Et ça, c'est une fonction secondaire, ce n'est pas la fonction première, mais c'est une fonction qui devient extrêmement importante. Et au fond, il revient aux populations qui ont une activité agricole ou ce qui tourne autour, d'occuper des territoires, de les aménager, de les gérer, de faire qu'ils ne vont pas se redésertifier, etc. Ça prend des noms différents. Il y a des pays où on parle d'aménagement du territoire, ailleurs il y a d'autres termes, mais c'est une fonction très, très importante aussi. Il y a la fonction écologique, mais la fonction écologique, elle est dans les deux colonnes, la colonne plus et moins. Il y a tout le débat sur quelle est la contribution de l'agriculture aux dégâts écologiques, d'autant plus fort qu'on n'avait pas de système de comptabilité intelligent qui mesure ce qu'est un patrimoine écologique et les atteintes qui y sont portées et l'avantage même économique à y remédier, etc. Mais tout ça va bouger. Et on voit bien que l'ensemble des fonctions agricoles peuvent passer d'une colonne à l'autre et être au contraire des agents d'une politique écologique moderne. Et puis il y a la dimension exportation que je mets un peu à part parce que ça c'est un outil peut-être dans la compétition générale, soit des pôles entre eux, multipolaires, soit multilatérales. Évidemment, ces quatre fonctions, on les retrouve plus ou moins, et certains pays, dans certains pays, on voit les quatre en même temps. C'est notre cas, nous. Et dans d'autres pays qui se sont spécialisés ou qui sont complètement indifférents à telle ou telle dimension, telle ou telle des quatre dimensions que j'ai mentionnées, il y a des pays sur le plan agricole qui sont plus spécialisés que nous ne le sommes. Et alors après, la grande question, c'est est-ce que c'est organisable, et est-ce que nous avons fait en Europe est préservable? C'est toute la question permanente de la négociation, de la réforme qui est permanente, qui n'en finit jamais, de la politique agricole commune. Donc il y a de sérieuses discussions devant nous en Europe. À cet égard, le fait qu'il y ait un commissaire roumain à l'agriculture n'est pas une mauvaise chose. C'était un bon choix. La France n'y est pas pour rien d'ailleurs. Et donc on a affaire à quelqu'un qui n'est pas animé par la rage de détruire la politique agricole commune et qui ne déteste pas l'idée que ce type de marché soit organisé. Bon, c'est déjà pas mal ça. Est-ce que ce système européen peut être étendu à d'autres parties du monde? Dans l'abstrait, on se dit dans le monde de 10 milliards d'habitants, il faudrait tout mieux gérer, en fait, aussi bien la production agricole que l'immigration humaine, que ceci, cela, tout mieux gérer. Bon, bien sûr, ça serait bien, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le marché, avec ces phénomènes de spéculation, de volatilité, en plus dans une période qui a été marquée par des coûts de transport incroyablement bas, ce qui va remonter inévitablement. Donc on va réaboutir à des coûts de transport tels qu'on va avoir une relocalisation jusqu'à un certain point, une régionalisation, sauf pour des marchandises qui ont une valeur extrême. Ça ne jouera pas sur le caviar, bon, mais ça jouera sur des tas de choses. Pas uniquement parce qu'il y aura une sorte de morale écolo sur le sujet, mais parce que ça va s'imposer économiquement à un moment ou à un autre. Bon, est-ce que ça va se passer spontanément, naturellement? Est-ce que des réunions genre G20 peuvent encadrer ça, canaliser, avec des participants qui ont des points de vue complètement différents? Par exemple, quand la France a commencé à dire à propos du G20, vous suivez ça de très près,
qu'il fallait parler de la volatilité, des choses comme ça. Les Brésiliens ont été très contre tout de suite. Parce que pour le Brésil, la capacité agricole brésilienne exportatrice est un élément considérable d'influence du Brésil. Ça fait d'ailleurs longtemps que le Brésil proteste contre... il voudrait un libre accès complet au marché européen, en fait, sur le plan agricole. Donc le Brésil, qu'on a tendance à voir, si on raisonne que de façon géopolitique, où on se dit il y a la compétition avec les émergents, compétition multipolaire. La Chine, c'est quand même un régime plus tout à fait dictatorial, mais enfin c'est un régime extrêmement dur, répressif, etc. Donc on ne peut pas l'avoir comme allié préférentiel. Donc on va préférer l'Inde, qui est une démocratie étrange, mais toutes les démocraties ont leurs particularités. Bon, on va préférer le Brésil. Et puis on s'aperçoit qu'un des Brésils, on n'est souvent pas d'accord du tout. Le Brésil, ça s'est très bien vu dans le débat sur la volatilité, puisqu'au fond, les Brésiliens ont accusé les Français de vouloir mettre en place un système global affreux, bureaucratique, étouffant à l'européenne. Donc nous, ce qui nous paraît une conquête formidable de l'Europe à préserver énormément, même si c'est à réformer régulièrement, eux, ils considéraient ça comme un repoussoir. Ils en parlaient un peu comme les Américains du Nord. Comme quand les Américains du Nord accusaient Obama, qui voulait faire un minimum d'assurance maladie, de vouloir imposer le communisme aux États-Unis. Bon, c'est des débats où on entend des choses absurdes, en fait, comme tout à l'heure. Bon. Donc, il faut voir comment ça va se distribuer entre une organisation plus grande et simplement le marché. C'est une des questions. Moi, à mon avis, on n'a pas les moyens, nous Français, même nous Européens, on n'a absolument pas les moyens d'imaginer ce qui se passera peut-être dans 100 ans, je ne sais pas, une politique agricole mondiale avec ces phénomènes de prévision, de régulation, de protection des populations du genre, je ne sais pas, petit paysan indien pauvre, la catégorie sociale au monde où il y a le taux de suicide le plus élevé. Bon, peut-être qu'un jour il y aura des choses de ce type, mais ne rêvons pas, c'est tout à fait inatteignable. Par contre, on peut peut-être, en se servant de l'existence du G20, en mettant en présence dans le G20, justement, comme c'est le cas dans quelques jours, là, dans cette réunion G20 agricole, des pays qui représentent les Européens et puis le système européen, et des pays comme le Brésil ou les autres, c'est le début d'un processus. Il ne faut pas fonder des espoirs à court terme, ça serait trop naïf. C'est le début d'un processus qui aboutira à ce que les uns et les autres prennent conscience du fait qu'ils sont interdépendants. Mais on en est très loin, très loin.